parlerons d'abord d'un sujet d'actualité, la collaboration radio-cardiologie pour imagerie en coupe avec Raphaël Converse-Domar, cardiologue à l'hôpital de Versailles, et Jean-François Paul, radiologue à l'Institut Montsouris. Justement, eh bien, c'est le débat, lapsus révélateur. Donc, est-ce que c'est au cardiologue ou au radiologue de pratiquer les imageries en coupe? Faut-il une collaboration entre les deux spécialistes? Nous verrons cela tout à l'heure. Puis nous parlerons d'un sujet qui divise, celui du ballon actif pour tous. Est-ce une révolution ou une régression? On verra tout cela avec Ludovic Meunier, praticien hospitalier à La Rochelle, et Hakim Benhamer, cardiologue à Massy. Et enfin, la téléréadaptation cardiaque, ce nouveau programme à domicile s'adresse aux patients victimes d'un pontage, d'un infarctus. Alessi Astruc et Bruno Pavie nous expliqueront cette innovation technologique et organisationnelle. C'est parti. Les radiologues sont donc des médecins qui pratiquent les imageries par scanner, IRM, échographie de l'ensemble du corps humain. Mais historiquement, les cardiologues ont toujours souhaité pratiquer les examens d'échographie cardiaque de leurs patients. Quand est apparue l'imagerie en coupe du massif cardiaque, scanner et IRM, c'est alors posé la question de savoir quelle spécialité était la mieux placée pour réaliser ces examens. Pour donc ce débat, je suis avec Raphaël Converse-Domar et Jean-François Paul. Bonjour à tous les deux. D'abord, Raphaël, je m'adresse à vous, allez, honneur aux femmes. Faut-il réserver ces images en coupe aux radiologues ou au contraire aux cardiologues? Alors, je ne suis pour ma part pas sûre qu'il faille situer le débat à ce niveau. Je pense que le meilleur médecin pour réaliser l'imagerie en coupe, c'est celui qui, dans chaque centre, ceux qui, dans chaque centre, seront le plus spécialisés pour l'imagerie cardiaque et des vaisseaux. Ce que je sais, c'est que ce sont des images qui nécessitent une bonne technicité d'imagerie, pour l'IRM et pour le scanner d'une part, mais également une bonne connaissance anatomique du massif cardiaque et des vaisseaux. Et donc, pour moi, il n'y a pas de débat ou de combat à avoir entre radiologues et cardiologues, mais plutôt de trouver les meilleures personnes pour ça dans chaque centre. La bonne compétence. Vous, comment ça se passe dans votre centre à Versailles ? Nous, à Versailles, initialement, historiquement, il y avait un radiologue qui est maintenant à la retraite, qui s'était un peu plus intéressé au moment de l'avènement de l'IRM cardiaque, notamment à l'imagerie cardiaque. Et il s'est très vite associé à une de nos cardiologues qui est encore dans le service actuellement pour faire l'imagerie. Et puis tout naturellement, ce sont plutôt les cardiologues qui se sont tournés vers l'imagerie cardiaque dans notre centre. Et nous sommes aujourd'hui 5 cardiologues, soit interventionnels, soit non interventionnels, à avoir tous le diplôme nécessaire et s'occuper de l'imagerie cardiaque dans notre centre. Et vous, Jean-François Paul, à l'Institut Montsouris, comment ça se passe? Vous êtes radiologue et vous pratiquez cela toute la journée? Alors nous, c'est à peu près le processus inverse, c'est-à-dire que ce sont les radiologues qui font l'imagerie en coupe, c'est-à-dire l'imagerie dite lourde, scanner et IRM, mais c'est plus pour des raisons historiques, et je rejoins tout à fait ce que disait Madame Converse, c'est une question uniquement de compétence. Et la compétence, on peut l'acquérir en tant que radiologue à condition de s'investir dans la pathologie cardiaque. Historiquement, c'est ce que nous avons fait depuis une quinzaine d'années. Et inversement, ça peut venir de cardiologues qui s'investissent plus dans la technique, puisqu'ils ont la connaissance de base de la pathologie. Et donc, à la fin, on devient des spécialistes d'organes du cœur, en l'occurrence. Et c'est bien ça qui compte à la fin, c'est d'être précis et compétent et pour rendre service, le meilleur service possible aux patients. Il faut qu'il y ait donc une collaboration entre les deux, entre radiologue et cardiologue. Et qui doit signer le compte-rendu? Est-ce que c'est le radiologue qui a pratiqué l'examen ou le cardiologue? Comment ça se passe? Alors c'est tout simplement celui qui a fait l'examen. Je pense qu'on peut imaginer une double signature, pourquoi pas, si peut-être que le radiologue manque de compétences en termes d'imagerie ou en termes de compréhension fonctionnelle du cœur, c'est possible. Mais à la longue, on s'aperçoit que après un certain nombre d'années, soit le radiologue s'est formé et peut tout à fait gérer l'examen tout seul, soit à l'inverse, c'est un cardiologue qui s'est formé sur la technique d'imagerie et finalement, ça revient à peu près au même. Vous avez jamais connu de guéguerre entre les deux?
Non, enfin, dans mon centre, pas du tout. En revanche, je complète juste sur qui doit signer le compte-rendu. Donc nous, évidemment, ce sont nous, les cardiologues, qui signons le compte-rendu. Mais c'est vrai qu'on connaît aussi nos limites. C'est-à-dire que si dans l'imagerie du massif cardiaque, il y a des choses tout à fait en périphérie ou extérieures au massif cardiaque, et donc nous, si nous avons des doutes sur des choses qui sont extra-cardiaques ou, par exemple, les poumons, les petites parties de poumons qu'on voit, etc., on n'hésite pas à s'adresser au radiologue pour là, en collaboration, pouvoir rendre un résultat sur des images un peu atypiques sur des foies ou sur des poumons. Moi, je ne sais pas interpréter correctement ces images-là. Et dans ces cas-là, on n'hésite pas du tout à avoir appel à nos radiologues qui, dans ces cas-là, signent la partie non cardiaque de leur compte-rendu. Et nous, on rend sur la partie cardiaque. Vous êtes d'accord? Vous voulez ajouter quoi? Je suis d'accord, mais moi, en fait, la collaboration, on la place à un autre niveau, en tout cas à l'Institut Montsouris. On travaille très étroitement avec les cardiologues pour tout ce qui est travail scientifique, publication, parce que pour progresser, il nous faut, par exemple, on développe des nouvelles techniques, par exemple en IRM, qui a des flux en cardiologie. On a besoin de comparaison à la référence qui est l'échographie cardiaque. Donc, sans travail collaboratif, on n'avance pas. Donc, ce qui est essentiel, en tout cas chez nous, c'est la collaboration déjà au niveau scientifique, et aussi on forme, bien sûr, des jeunes cardiologues. On les initie à la technique, mais je dirais que la maîtrise d'œuvre dans notre centre, puisque nous avons la compétence et qu'on est aussi lié à l'ensemble du service de radiologie, elle est réalisée par les radiologues, mais bien sûr, les cardiologues viennent, participent, et surtout, nous publions ensemble beaucoup dans le domaine, puisqu'on essaye de faire progresser la technique, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des techniques qui restent jeunes, Oui. qui sont en permanente évolution. En scanner, maintenant, on arrive avec des machines à 256 ou 320 barrettes, alors qu'on a commencé il y a 15 ans avec du 4 barrettes, donc ça ne donne pas la même qualité d'image. Et puis, on a des nouvelles... il y a l'imagerie prédictive qui apparaît, l'imagerie de la plaque athéromateuse. Il y a des nouveaux champs d'exploration qui apparaissent, et là, il faut que toutes les compétences soient réunies, à la fois radiologique, cardiologique, et aussi de l'aide institutionnelle. Oui, parce que l'imagerie devient de plus en plus spécialisée. Donc, Oui. du coup, là, ça a une conséquence sur, justement, le travail du radiologue ou du cardiologue. Il faut que, quelle que soit la spécialité, il faut vraiment se donner dans la technique, d'une part, et dans l'anatomie, d'autre part. C'est complètement indissociable, en fait. Les avancées technologiques nécessitent qu'on s'y intéresse vraiment, parce que moi qui n'ai pas été formée vraiment dans la technique d'imagerie, c'est quelque chose qui a été compliqué et long pour moi comme apprentissage, et qui est nécessaire. Le diplôme ou la surspécialisation, elle est indispensable. On ne peut pas faire de l'imagerie en coupe sans s'intéresser à la technique. Mais effectivement, c'est complètement indissociable aussi de choses que pour moi sont beaucoup plus marquées dans mon ADN depuis que je suis toute petite, qui sont la plaque d'athérome, l'anatomie cardiaque, etc. Et comment fait-on la formation, justement? Alors moi, j'ai fait un diplôme interuniversitaire d'imagerie cardiaque et des vaisseaux en 2 ans sur Paris. Dans la maquette des internes de cardiologie maintenant, il y a 1 année de surspécialisation en imagerie de coupe. En fait, ils choisissent, si je ne me trompe pas, à la fin de la 2e année d'internat, vers quelle surspécialité ils s'orientent en termes de cardiologie interventionnelle ou, par exemple, d'imagerie en coupe ou de rythmologie. Et s'ils choisissent l'imagerie en coupe, il y a 1 an de surspécialisation. D'accord. Donc, Un mot? moi, je pourrais rajouter un mot, c'est qu'il faut, peut-être pour dépasser ce débat radiologue ou cardiologue, de dire qu'on devient finalement des spécialistes d'imagerie d'organes. Et à mon sens, on peut venir soit de la radiologie, soit de la cardiologie, et à la fin, on parle le même langage. Et à partir du moment où on est compétent, on a passé un certain nombre d'années, finalement, il n'y a plus de différence. La différence d'origine s'estompe complètement. Et c'est ça qui est beau et qui fait que les guéguerres... Alors, puisque vous aviez posé la question à ma collègue, moi je l'ai connu, mais il y a 15 ans, et avec les mêmes personnes avec qui il y a eu la guéguerre, on travaille en excellente collaboration. Donc, on a dépassé ces conflits qui étaient un peu fictifs, en fait, et à l'expérience, on s'est aperçu que ça n'avait aucun intérêt. Et pour le patient, contraire, effectivement. En plus, pour le patient, ça pouvait être contre-productif. Et que maintenant, on travaille en bonne intelligence et à chacun trouver sa place dans chaque endroit. Ça sera toujours jamais exactement la même chose,
Mais c'est la beauté aussi de la médecine, c'est qu'on n'est pas... Le comportement, l'humain est très important et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Merci Jean-François Paul. Je rappelle donc que vous êtes radiologue et merci aussi à Raphaël Converse-Domar qui est cardiologue. Donc c'est la compétence qui prime avant tout. Nous allons passer à un autre sujet qui fait polémique, cette fois le ballon actif pour tous. Certains préconisent son usage alors que d'autres sont favorables au stent. Qui a raison? Quelle est la meilleure option? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos deux invités. D'abord, Ludovic Meunier, bonjour. Vous êtes donc cardiologue à La Rochelle. Bonjour. Et puis, Hakim Benhamer, bonjour. Vous êtes cardiologue à Massy. L'angioplastie coronaire a initialement été faite avec des ballonnets, mais entre 2 et 10% des cas, il y avait des déchirures occlusives. Les patients partaient alors au pontage et pour stabiliser leurs artères, les sortir d'affaire, eh bien, on leur posait des stents nus. Puis par la suite sont arrivés les stents actifs au prix tout de même d'un traitement du APT, entraînant un risque surhémorragique. Et enfin, vers 2010-2012, a été mis en place le ballon actif. Il a pris son essor il y a 2-3 ans, notamment à La Rochelle, dans votre hôpital, Ludovic Meunier. D'où vient ce concept? Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter le ballon actif? Bonjour, merci. Bonjour. En fait, l'idée, c'était à la base, c'était de dire, lorsqu'on fait une angioplastie coronarienne, c'est le but du ballon actif, c'est d'avoir un bon résultat sur le long terme, mais en ne laissant rien derrière soi, c'est-à-dire sans stenting, et ça permettrait effectivement d'éviter les complications ischémiques liées au stenting hémorragique liées à la DPT. Vous avez refait l'historique, effectivement, parce qu'en fait, les stents nus puis les stents actifs sont arrivés, mais en fait, ils sont arrivés avec leurs propres complications, ces stents ischémiques, thrombose de stent, et puis il y a la DAPT, effectivement, qui était là, mise en place pour lutter contre cette thrombose de stent. Et on navigue un petit peu entre Charlie et Scylla. Et en fait, d'où vient ce concept de ballon actif? En fait, c'est que lorsque l'Absorb est arrivé, en fait, l'Absorb, c'est un stent actif qui avait été créé par Abbott en disant bon, c'est cool, on va mettre un stent, comme ça on est tranquille, et puis après le truc va disparaître. Et donc, pas de stent, on va récupérer un remodelage positif, pas de plus de stent, donc plus de DPT, et donc c'est ça la panacée. Le problème, c'est que ce stent actif, il y avait des mecs qui étaient trop grosses, donc il a été retiré 1 an après. Mais en fait, le concept de dire ouais, c'est cool, de toute façon, on ne laisse rien dans l'artère, et c'est ça qui était le déclic. Parce qu'en même temps, le stent, le ballon actif était arrivé pour lutter contre la resénose intrastent. Donc c'était un truc totalement parallèle qui n'a rien à voir. Et c'est vrai qu'en reprenant l'historique, vous l'avez déjà fait, à la base, les stents, c'était seulement pour 10% des patients. Tous les autres, on les a oubliés quelque part. Une sorte de hold-up du stent sur ces dissections, en fait. Et parce que ce qui joue contre la resénose, c'est pas le stent lui-même, parce que le stent nu, il y avait 30% de resénose, c'était la molécule. D'où le but de dire, bon, en fait, c'est vrai que le problème, c'est de tourner autour de la dissection. Le but, c'est de dire, voilà, on va éviter d'avoir des dissections, donc on a modifié nos techniques pour préparer l'artère. En fait, on ne traite plus pour stenter, on traite pour ne pas stenter. C'est ça la différence, en fait. Et là, on a modifié notre technique, et c'est ce qu'on fait à La Rochelle. Alors, dire que c'est un plein essor, non, ça, c'est pas vrai. C'est un essor local, ouais. Mais c'est tout, quoi. C'est utilisé à Berlin, à Genève, il y a d'autres centres, mais pas beaucoup en France. Non, alors effectivement, on va vous dire qu'il n'est pas remboursé, c'est vrai. Il y a un ballon actif, ça coûte cher, déjà lui-même. Et puis parce que justement, on utilise des ballons de prédilatation qui s'appellent les scoring, voire les cutting, c'est 500 €. Donc 500 € plus 500 € égale 1000 €, pas remboursé. Donc pour nous, l'hôpital, on a inclus là, on est dans une étude prospective, mais pour l'hôpital, ça représente un surcoût de 500 000 €. Donc il y a la direction des finances qui est derrière et qui nous guette. Qui est importante. Ouais. Vous, Hakim Benhamer, est-ce que vous l'avez déjà employé? J'imagine que oui, sûr. Ballon actif. Et je l'emploie encore un petit peu dans certaines indications qui sont très ciblées, notamment les rosténoses intrastent. Mais je voudrais revenir sur le principe, parce que le principe est bon. Le principe vient initialement, en fait, on a été confronté à 2 problèmes. Le premier problème est un problème mécanique que vous avez très bien évoqué avec les dissections coronaires liées à l'angioplastie. Mais il y a aussi les forces de rappel élastique, c'est-à-dire que quand vous dilatez une artère, très souvent, elle revient à son état initial. Et donc, il faut étayer. Donc, ça, c'est le principe mécanique du stent. Et c'est vrai que ce stent a changé notre vie en réduisant les complications aiguës. Le problème, c'est que ce stent engendre un processus de cicatrisation qui est un processus hypertrophique, un peu comme les cicatrices kéloïdes. Donc,
et l'idée d'injecter un principe actif, donc une molécule, donc un stent actif, c'est de faire en sorte que cette cicatrisation se fasse de manière plutôt ralentie et qu'elle permette une endothélialisation de l'artère sans avoir de processus de prolifération. Et donc dans ce registre-là, on a eu 2 grandes familles de molécules. Les drogues cytostatiques, c'est-à-dire qu'elles ralentissent le processus de cicatrisation, que sont les limus, et les drogues cytolytiques, qui sont le plaquitaxel. Et pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, dans le principe actif, on s'est rendu compte que les limus sont bien meilleurs que le plaquitaxel. Et parce que le plaquitaxel entraîne une réduction quasi complète de la cicatrisation. Or, une artère qui a été agressée, elle doit se cicatriser. Et effectivement, aujourd'hui, on commence à avoir des ballons actifs avec des limus, donc un principe actif qui est beaucoup plus intéressant, mais on n'a pas encore suffisamment de recul pour dire que ces ballons sont efficaces. Il y a un seul travail qui a comparé les deux, et malheureusement, avec des effectifs qui sont trop petits pour pouvoir conclure. Il n'y a pas de différence. Oui, il n'y a pas encore assez d'études qui prouvent cela. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la seule boîte qui propose des ballons actifs avec des études, certes, de petits effectifs, mais randomisés, c'est Braun, une boîte allemande. Les autres boîtes, quelque part, c'est déjà des grosses boîtes de stents. Donc déjà, nous, on a diminué nos stents de 70%. Donc déjà, elles ne vont peut-être pas se tirer une balle dans le pied. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait une étude finlandaise où les gars disaient on a mis quand même 4 ans pour recruter 200 patients. Pourquoi? Parce que les centres, ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils ne connaissent pas trop le truc, il y a une appréhension. Et après, il faut effectivement trouver des praticiens qui ont un peu l'expérience de ça. Et en fait, où il y a tout un travail qui est à faire pour les boîtes et pour les patients et les praticiens. Et effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a que, en l'occurrence, le Sequin Pisneo qui a montré un certain niveau d'efficacité. Beaucoup d'études rétrospectives, très peu de prospectives. Il y en a 3 actuellement. C'est facile à utiliser, le ballon actif? Ah oui, c'est facile. Il n'y a pas de problème particulier à utiliser le ballon actif. C'est un peu plus délicat quand on commence à franchir des mailles, etc. Parce que c'est un ballon qui n'a pas un profil. C'est un ballon qui est fait pour délivrer une drogue. C'est pas un ballon qui est fait en réalité pour dilater. Donc il n'a pas les caractéristiques de franchissement et de traquabilité des ballons qu'on utilise dans notre pratique quotidienne. C'est véritablement une plateforme pour amener une molécule à un endroit donné. Est-ce que vous le pratiquez? Par exemple, il y a des ballons actifs, notamment avec le sirolimus. Là, ça peut changer peut-être les choses. Vous le disiez tout à l'heure, justement, sur... Aujourd'hui, non. Je n'ai pas encore la pratique du ballon au sirolimus, mais aujourd'hui, moi, j'utilise des ballons au paclitaxel que j'utilise dans des resténoses, dans les processus de resténose. Et aujourd'hui, on a des arguments pour dire que... associé à ces ballons actifs, il est souhaitable de... Vous savez, quand vous avez une cicatrisation hypertrophique, donc une neurosténose, c'est des cellules musculaires lisses, c'est quelque chose de très élastique. Donc faire que du ballon actif, parfois ça suffit pas, parce que je vous dis, ça revient. Donc aujourd'hui, ce qui est de plus en plus recommandé, mais toujours, alors c'est le problème du ballon actif, c'est toujours avec des études qui ont des effectifs réduits, et c'est un petit peu ça qu'on lui reproche, mais avec un scoring, c'est un ballon qui va permettre de couper en lamelles, en fin de compte, l'hypertrophie des cellules musculaires lisses, et appliquer par la suite le ballon actif. Donc il y a un aspect mécanique. C'est difficile de s'affranchir de cet aspect mécanique des sténoses et des resténoses. Puis une application de drogue. Peut-être que dans quelques années ou dans quelques mois, on sera amené à utiliser plus du limus que du plaquitaxel. Effectivement, le ballon actif, il sert juste à déposer à part. On l'utilise pour le long terme. Et le court terme, c'est pas le ballon actif, il fait strictement rien. En fait, il faut revenir à notre métier. Nous sommes des angioplasticiens, nous sommes des plasticiens des artères. Et en fait, il faut vraiment faire des plasties de l'artère. Parce que lorsqu'on stent, on a été tellement éduqué à stenter qu'en fait, le but, c'est mettre notre stent. Donc en fait, on défonce toute l'artère pour y arriver. Donc on crée des propres dissections pour lesquelles le stent est créé. Comme c'est quand même fou. Donc en fait, on revient à une méthode où on travaille en douceur. Enfin, douceur, non, un cutting, c'est pas forcément une douceur, mais avec des basses pressions, plus délicatement. L'idée, c'est pas d'essicquer l'artère. C'est que quand c'est disséqué, effectivement, ça sert à rien de mettre un ballon actif. Au contraire,
les ballons actifs sur des dissections et on crée des anévrismes. On parle de remodelage positif, mais en fait, c'est juste le début de l'anévrisme. Et on a des anévrismes coronaires qui ont été décrits, justement. Donc, quand c'est dissèque, on stent. Quand c'est dissèque pas, on met un ballon actif. Enfin, c'est notre approche dans notre étude à La Rochelle. Bon, bah merci Ludovic Meunier, merci aussi Hakim Benhamer. En fait, finalement, pour conclure, eh bien, le ballon actif n'est ni une régression, ni une révolution. Pardon, mais une optimisation, une évolution du stent à sa juste place. Merci à tous les deux. Nous allons à présent parler d'une nouvelle solution de réadaptation cardiaque à domicile. La réadaptation cardiaque est montrée efficace pour les patients ayant subi des infarctus, des pontages, mais tout le monde ne peut pas y aller, notamment à cause du manque de place. Alors, Alexis Astruc, qui est médecin généraliste dans un centre de santé à Paris, a eu l'idée d'imaginer avec d'autres confrères la réadaptation par téléréadaptation. Je suis justement accompagnée d'Alexis Astruc et bonjour Alexis. Et puis Bonjour. aussi de Bruno Pavie, qui lui est cardiologue à Nantes. D'abord, j'aimerais vous poser, non pas une question au fondateur, mais à Bruno Pavie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste, cette réadaptation cardiaque ? Alors, la réadaptation cardiaque, c'est une indication très forte au niveau des recommandations. Recommandation 1 dans pratiquement toutes les recommandations internationales et françaises, en particulier pour le patient coronarien, ce qui va nous occuper ici, mais également dans d'autres situations. Et ce sont des patients qu'on prend après un accident aigu, donc en général un infarctus, un syndrome coronaire aigu. Et au décours de ce syndrome, alors dans un délai variable, entre on va dire une semaine ou un mois, on va le prendre dans un service actuellement, un service hospitalier ou privé bien sûr, ou en ambulatoire. En ambulatoire, pas véritablement, on appelle ça en hôpital de jour, c'est-à-dire les gens viennent une demi-journée ou une journée et ils repartent chez eux. Ce sont les deux modalités actuellement qui sont possibles. Le problème, c'est qu'on a à peu près 30% des patients qui seraient éligibles à la réadaptation et qui en fait arrivent pour différentes raisons. Bon, des raisons personnelles, des gens qui refusent, des gens qui ne sont pas vraiment, on ne leur a pas vraiment expliqué. Après, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses, et en particulier du manque de place, c'est-à-dire il y a des délais d'attente. Et on sait que s'il y a un délai d'attente trop important, ben, les patients ne vont pas venir. Et donc, il faut qu'on trouve des alternatives. Et la première alternative possible, c'est leur adaptation à domicile, ce qui se fait dans certains pays, comme le Canada, l'Australie, des pays où il y a des problèmes de distance. D'accord. Justement, vous avez créé cela. Parlez-nous de votre projet, Alexis Astruc, que vous menez actuellement. Merci. Alors, tout d'abord, en effet, là, actuellement, je suis chef de clinique à l'Université Paris 13 en médecine générale. Je travaille dans un centre de santé dans le 8e arrondissement qui s'appelle le Centre et la Santé. Et en vérité, l'idée de la téléréadaptation cardiaque m'est venue bien plus tôt, puisqu'en 2013, j'ai eu la chance de faire un stage d'interne en réadaptation cardiaque dans le service de Marie-Christine Iliou à l'hôpital Corin-Saint-Célton d'Issy-les-Moulineaux. Et c'est là où j'ai pris conscience du problème qui était exposé par Bruno juste à l'instant, à savoir l'intérêt d'une part de la réadaptation cardiaque et l'impossibilité d'autre part de prendre en charge tous les patients qui le mériteraient. Est-ce qu'il y a justement des solutions à ce problème-là ? Alors, les solutions ont été évoquées par mon collègue, à savoir, généralement, on propose l'hôpital de jour, qui est une solution plus légère. Le patient ne dort pas à l'hôpital, il vient le matin et il repart le soir. Cette solution n'est pas suffisante parce qu'il y a aussi un manque de place, mais ça ne répond pas aussi au problème des patients qui ont un éloignement géographique des centres, notamment dans certaines provinces. Les centres sont à distance de plusieurs kilomètres, voire centaines de kilomètres, et cette solution ne répond pas à ce problème. L'autre alternative aussi, c'est tout simplement pour le patient de rentrer chez lui, sans réadaptation cardiaque, avec parfois de la kinésithérapie à domicile, mais là on voit bien que c'est une solution qui n'est à nouveau pas suffisante. L'idée qui a germé très vite a été de faire une réadaptation cardiaque à distance, en utilisant les technologies numériques, des objets connectés, mais aussi des plateformes pour permettre aux médecins et aux patients de faire un programme d'activité physique personnalisé à distance et ceci de façon assez moderne. Comment fonctionne justement votre solution ? Alors, la solution, initialement, nous étions partis sur une solution très technique avec d'une part un site internet pour le médecin et d'autre part une application pour le patient. Mais on s'est aperçu en discutant notamment avec les collègues réadaptateurs cardiaques
qui nous conseillent sur le projet que cette solution serait finalement insuffisante. Aujourd'hui, nous avons une approche de solution hybride avec des temps numériques, on va dire, avec des sessions à distance, mais aussi des temps physiques, humains, présentiels dans les centres. Donc aujourd'hui, on est sur l'optique d'une conception d'un programme hybride qui mélange à la fois des séances à distance et à la fois des séances en centre de la réadaptation cardiaque. Et c'est supervisé par des médecins. Quel est le rôle justement du médecin là-dedans? Ah oui, alors le patient d'abord arrive dans un centre classiquement, on lui fait un bilan, un check-up complet, c'est-à-dire est-ce qu'il est éligible d'abord de faire un réentraînement physique parce que c'est ça qui pose le plus de problèmes, et si oui, est-ce qu'il est à faible risque? Bon, on a des critères pour dire voilà, il est à risque ou enfin plus ou moins à risque. S'il est à faible risque, nous on se dit depuis longtemps, on se dit il pourrait effectivement faire des choses chez lui, sauf qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens officiels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation pour faire ça. Et donc là, on est dans le cadre d'un article 51 de la loi de finances de la sécurité sociale, donc d'un projet innovant, testant une technologie actuelle cette mais dans le cadre d'un forfait financier qui serait expérimenté. Donc l'objectif de cette expérience, c'est ça, c'est de faire ça dans plusieurs centres pour que ce soit valable au niveau national et voir si c'est possible, je pense. Il n'y aura pas vraiment de problème. Après, c'est des problèmes technologiques. Centres testent, c'est ça? Plusieurs centres vont le tester. Ça sera déployé nationalement. Voilà, c'est tout à fait. l'objectif. Je vais rebondir sur l'article 51, puisque Bruno l'évoque. En effet, aujourd'hui, si on veut développer un système innovant comme celui-ci, il n'y a aucun financement prévu dans le code de santé publique ou dans le droit commun actuel. Les actes de téléréadaptation cardiaque ne sont bien sûr pas encore des actes officiellement intégrés et remboursés. C'est pourquoi nous avons tout de suite été confrontés à un problème de financement de ce projet. Nous avons étudié un peu la question et nous sommes tombés en effet sur l'article 51. L'article 51, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, en 2018, la loi de financement de la sécurité sociale qui a introduit ce dispositif. C'est un dispositif qui permet un financement dérogatoire des nouvelles organisations en santé. Ce dispositif, donc tous les projets ne peuvent pas y être éligibles. Il y a généralement 4 critères qui sont retenus. Il faut que ça soit un projet qui soit innovant, un projet qui soit efficient. Ça l'est, innovant, c'est sûr. Voilà, efficient, reproductible et faisable. Aujourd'hui, nous avons rédigé une lettre d'intention et nous montrons dans cette lettre que nous répondons à ces 4 critères. Cette lettre d'intention va être soumise en agence ARS Auvergne-Rhône-Alpes d'ici fin novembre. Et le projet, en effet, a une dimension nationale puisqu'on a actuellement 5 centres qui nous ont rejoints. Le centre du docteur Bruno Pavie à Machecoul, le centre du docteur Marie-Claire Boiteux, qui est le porteur de projet ARS à Durtol, mais aussi le centre de Corentin Selton à Issy-les-Moulineaux, le centre du docteur Jean-Michel Guy et du docteur Manufon. Vous avez 5 centres en tout? 5 centres nous suivent. D'accord. Bon, on va espérer que ça va passer. Il faut attendre quoi? C'est quoi la prochaine étape, le stade de développement? Alors, aujourd'hui, nous allons déposer la lettre d'intention et en parallèle, nous développons aussi la plateforme qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, notre optique, c'est de travailler en co-construction avec les réadaptateurs cardiaques, une optique très ouverte. Aujourd'hui, nous sommes 5 centres. On est tout à fait ouvert à une expérimentation plus large. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est certain d'avoir 5 centres qui nous suivent. Bon, c'est bien. Vous reviendrez l'année prochaine pour savoir ce qu'il en est. Merci Bruno Pavie, merci Alexis Astruc. On a compris qu'en tout cas, ça permet plus de souplesse dans la pratique de la réadaptation des patients, toujours en activité professionnelle, et de maintenir l'activité au-delà d'une réadaptation immersive. C'est la fin de ce 3e numéro du magazine d'une CNCH 2019. Merci à tous de votre fidélité.